Bon, la première intervenante, elle avait 3 questions. Elle voulait savoir ce que OIM a fait après la loi 2015. Aussi pour savoir s'il y a des choses qui sont mises en place, vu que les passeurs, avant, ils touchent 6 000 € par mois. Avec la loi 2015, il y a des choses qui sont faites pour les passeurs. Et pour savoir aussi si la condition des centres de transit OIM a changé. Je vais commencer avec la première. En fait, après la loi 2015, pour nous, en tant qu'organisation humanitaire ou Nations Unies, notre but, c'est pas pour empêcher les gens pour migrer, mais c'est plutôt comment on peut faire que les gens ils veulent migrer dans une condition un peu humaine, un peu digne. Et par rapport à les passeurs, s'il y a des choses que l'État Niger en font pour ça, il y a des activités qui sont en train de mise en place. Mais comme vous savez que toutes les choses, ça prend du temps. Et je pense que c'est plutôt quelqu'un du gouvernement qui peut vous vraiment expliquer en concret tout ce qui était mis en place par rapport à ça. Mais ce que je savais, juste un petit résumé, c'est que le Niger, par exemple, a un programme de les Nigériens nourrir les Nigériennes, le 3N, qui est une initiative du gouvernement nigérien pour vraiment voir, avec les changements climatiques et toutes les choses, comment on peut faire que l'agriculture peut devenir une ressource aussi pour les jeunes et aussi pour la communauté. On a aussi un programme de migration et développement qui est vraiment aussi le gouvernement nigérien qui est vraiment impliqué de ça, de voir comment on peut avoir cette alternative du développement lié à la migration. Donc ça, c'est juste quelques-uns que je peux vous dire, mais avec leur présentation, je pense qu'ils parlaient un peu en profondeur de ça, mais c'est une question qui est plutôt liée à quelqu'un qui travaille ici, qui peut vraiment vous donner d'autres exemples que le gouvernement nigérien est en train de faire pour ce système de migration irrégulière. La deuxième question qui est liée à l'état du centre de transit de l'OIM. Comme j'ai dit, c'est vraiment un centre de transit. Ce n'est pas une maison que nous, on héberge les migrants dedans. Et je vais vous aussi dire que OIM Niger n'avait pas ce programme d'aider les migrants. On travaille dans d'autres activités qui est vraiment liées à le développement de la communauté et différentes activités. Donc, c'est après qu'on avait vu qu'il y avait beaucoup de migrants qui meurent dans le désert, que nous, on a commencé avec ce programme humanitaire d'aider les migrants. Donc, comme j'ai dit, le but, c'était que le migrant va passer 3-4 jours là-bas avant de rentrer dans leur pays. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des circonstances, si le cas est malade, si le migrant est malade, il peut passer peut-être 2, 3, 4 semaines là-bas. Donc, la situation, ce n'est pas des chambres pour chaque migrant, c'est vraiment des hangars avec des petits lits pour migrants, parce que c'est un centre de transit pour passer. Ce n'est pas une maison pour habiter. Donc, comme il y a un intervenant qui vient de dire ici, nous, on fait le peu qu'on peut faire, mais je pense que ce problème de migration irrégulière, ça nécessite une coordination nationale de les pays d'origine, parce que c'est là où vraiment, disons que le problème, ça commence. Donc, pour répondre à votre question, on a toujours nos hangars et les matelas pour les migrants. On n'a pas encore construit les maisons pour les migrants, parce que le but, ce n'est pas pour rester ici, c'est juste un endroit pour les migrants pour passer, pour rentrer. Et nous, on fait juste les services humanitaires. Pour répondre à les questions des deuxièmes intervenants, il faut savoir si après la loi 2015, parce qu'il a dit que j'ai cité le cas de la Côte d'Ivoire et le Tchad, pour d'autres pays qui ont mis les choses en place. Je veux juste corriger que non, ça c'était pas lié à la loi 2015. La loi 2015, c'est la loi nigérienne pour criminaliser les migrations irrégulières. C'est que l'exemple de Tchad et Côte d'Ivoire que j'ai donné, c'était lié à la Pacte mondiale des migrations qui était signée à Marrakech en 2018. Cette Pacte mondiale, c'est différent de ce que moi, le centre de transit OIM. Cette Pacte mondiale, c'est des pays des Nations Unies qui sont signés pour dire que comment on peut organiser une réunion, une migration un peu sûre
un peu dignes, un peu régulières. Donc ça, c'était des activités, le pays comme le Tchad et le Côte d'Ivoire, les activités qu'ils ont commencé de mise en place pour empêcher le jeune de ne pas migrer à tout prix, de ne pas aller en aventure. Donc ce n'était pas lié à la loi du Niger, c'est plutôt les activités qu'ils ont mises en place pour répondre à le besoin de la PAC mondiale pour la migration. Et il voulait savoir aussi si OIM met à disposition avec le fonds fiduciaire, il met à disposition l'argent à l'État membre. Ça, je ne sais pas s'il y a vraiment un agent comme ça que OIM prend, il donne à chaque pays, je ne sais pas. Mais je pense que s'ils travaillent ensemble, c'est plutôt avec quelles activités que tel pays veut mettre en place, après OIM le accompagner de ça. Mais pour dire qu'on prend l'argent comme ça, on donne par pays, je ne sais pas et je ne peux pas vous répondre exactement si c'est ça que vous demandez. Et vous demandez aussi qu'est-ce que OIM fait pour empêcher les migrants de ne pas émigrer. Pour ici, je vais être honnête que ce n'est pas le OIM pour empêcher les jeunes d'émigrer. Chacun a le droit. Migration, c'est un droit humain. OIM n'est pas droit de dire à quelqu'un de ne pas émigrer. C'est plutôt, disons que comment on peut faire que si la personne va émigrer, il va émigrer dans une manière que ça ne rende pas la vie en danger. On voit tout le temps dans la télé nos frères, nos sœurs qui sont, disons, mourir dans la Méditerranée. Donc, c'est à nous de voir alors quelle stratégie qu'on peut mettre en place pour que cette zone peut rester en place. Mais ce n'est pas que OIM va dire que non, tu n'es pas droit d'émigrer. Nous, on ne peut pas faire ça parce qu'on n'est pas droit. Pour émigrer, la migration, c'est un droit humain. Tout le monde a un droit d'émigrer, mais c'est juste qu'on doit vraiment faire la plaidoyer pour que si la zone, si la personne qui doit émigrer peut aller dans une manière un peu digne, que sa vie n'est pas en danger. Il y a aussi pour les commentaires des troisième intervenant, c'était plutôt vraiment un commentaire parce qu'il a bien parlé, il a dit que le problème de migration, il faut toucher à la base, là où ça commence, à la cause, mais pas l'effet. Et je suis très d'accord avec lui, parce que ce que nous, OIM fait, c'est juste, disons, une réaction d'un effet de quelque chose qui est déjà arrivé. Donc, je pense que pour la long terme, ce que nous, en tant que pays, pas seulement de CEDEAO, en tant que pays africain, ce qu'on peut faire, c'est pouvoir, peut-être la question de bonne gouvernance, la question de travail, il y a aussi cette question de frustration des jeunes. J'ai un cousin de moi aussi qui avait tenté aussi de presque mourir dans la Méditerranée. Donc, c'est plutôt les situations comme ça. Si tu parlais avec les jeunes, j'ai fait mon doctorat pour l'immigration avec les Africains. En fait, l'interview avec eux, ils vont vous dire que moi, je n'ai pas espoir dans mon pays. Je suis frustrée. C'est pour ça que j'ai quitté. J'ai décidé que, au lieu de rester dans mon pays pour souffrir, je veux décider d'aller souffrir ailleurs. Donc, c'est disons que cette perte de l'espoir dans le pays qui pousse nous, les jeunes, d'aller chercher ailleurs, d'aller en aventure. Donc, comme l'intervenant l'avait bien dit, il faut qu'on touche plutôt là où ça commence, c'est-à-dire la cause, au lieu de regarder les effets de ça. Et c'est là où, peut-être, le Parlement CEDEAO peut faire aussi la plaidoyer à votre question auprès des différents États membres, de voir quelles activités on peut mettre en place, comment on peut faire pour qu'on peut régler ça à la long terme, pour que nos jeunes, pas seulement rester au pays, mais aussi pour l'aider qu'ils ne meurent pas vite. Le quatrième, c'était vraiment le Libérien. Merci beaucoup pour ça. C'était vraiment... The fourth speaker was... Le quatrième intervenant était du Libéria. Merci beaucoup. C'était plus un commentaire et un ajout que j'ai trouvé très très important. En ce qui concerne le Libéria, nous allons échanger plus tard, mais nous travaillons en étroite collaboration avec les services du Libéria. Donc, cette personne, point focal, celle qui fait les interviews avec les migrants. Et avant cela, nous faisions des missions avec les gens du consulat. Donc, nous avons des gens qui venaient du Libéria pour rester pendant 2 mois au Niger et mettre des documents de voyage pour les Libériens. Donc, je pense que votre intervention était plus un commentaire. Le 5e intervenant a parlé très éloquemment et je voudrais revenir sur ce qu'il a dit. L'honorable Sadiq, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom, Sadiq.
Donc, il a dit qu'étant donné que nous ne pouvons pas empêcher notre gouvernement d'avoir des pratiques corrompues, ces jeunes vont toujours migrer. Ce qui est vrai, c'est une réalité. Donc, c'est une situation à double sens. Le rôle de la communauté internationale et nous aussi notre rôle en tant que citoyens de l'ECAS de la CEDEAO dans les pays d'où viennent ces jeunes. Qu'est-ce que nous faisons pour nous assurer que l'avenir de nos jeunes demeure au pays? Qu'est-ce que nous faisons pour nous assurer que ces jeunes ne croient pas que la migration est la seule solution? La tendance actuelle, c'est que les jeunes ne voient rien d'autre que la migration. C'est comme si c'était le chemin vers le succès. Donc, c'est le chemin du passage. Donc, à long terme, nous devons changer cette dynamique, changer la discussion sur ce que la migration doit être et ce qu'elle constitue. Et c'est là que nos gouvernements doivent être plus engagés. Donc, peut-être que la prochaine fois, nous allons amener ces jeunes pour participer à ces réunions des parlementaires, pour qu'ils puissent réfléchir sur ces pratiques qui les amènent à migrer à tout coup, à tous les prix. Donc, ils pensent que c'est en allant ailleurs que leur avenir va s'améliorer. Donc, c'était plus un commentaire. Le sixième intervenant, je ne sais pas si elle a parlé français ou anglais. Donc, la lusophone a été la septième intervenante. Donc l'intervenant voulait savoir si l'OIM reçoit une assistance financière des États membres de la CEDEAO et d'autres pays d'origine des migrants. Non, nous ne recevons aucune assistance des États membres. Donc, la plupart de nos activités consiste à aider les migrants. Nous avons des interventions humanitaires et nous recevons de l'aide des donateurs externes. Mais avec la Sierra Leone et les États membres de l'ECAS, c'est que nous travaillons avec les ambassades pour avoir les documents de voyage pour ces migrants. C'est le type de partenariat que nous avons. Mais en termes d'assistance financière venant de ces gouvernements, il n'y en a aucune. Le septième orateur a parlé en portugais. Malheureusement, mes écouteurs ne marchaient pas, donc je n'ai pas pu entendre sa question.